Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Mahmoud Alpha Boukanye Maïga, journaliste et spécialiste du Sahel, Makaïla Gebla, journaliste blogueur, et Jean-François Kandikombe, éditorialiste d'Africa 24. On revient donc sur cette offensive en Libye déclenchée jeudi dernier par le maréchal Khalifa Haftar. Offensive sur Tripoli, la capitale. Elle se poursuit. Alors, Jean-François Kandikombe, on parlait du fait de savoir pourquoi le maréchal Khalifa Haftar peine à être reconnu officiellement par la communauté internationale. Bonne question. Alors, je vais m'essayer à une explication. Le maréchal Haftar, au moment de l'accord de Skirat, l'un des objectifs de l'accord de Skirat, d'une certaine manière, c'était de lui donner une position, en tout cas de lui offrir une position politique, mais une position politique de deuxième zone. Et ensuite, l'intention a toujours été là, lorsqu'on parle par exemple des accords qui vont venir, on sait déjà à peu près comment ces accords sont envisagés. Il s'agit de lui offrir un strapontin pour qu'il se calme, qu'il rentre dans les rangs, etc. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas ce qu'il y a, je ne peux pas dire ce qu'il y a comme raison derrière. Simplement, dans la période de transition qui vient de passer, il y a eu de nombreuses discussions, et surtout vers la fin de la période de transition, il y a eu notamment des discussions menées à l'initiative du gouvernement Sarraj, du gouvernement d'Union nationale, qui expliquaient notamment que le temps de transition n'avait pas été suffisant, qu'il fallait le reporter un peu pour pour finir le travail de transition, notamment organiser les élections, mettre en œuvre la Constitution, etc. Or, Khalifa Haftar, le maréchal Haftar, dans cette discussion-là, a toujours été ferme sur les objectifs de la fin de la transition, comme l'avait prévu l'accord de Skirat. Et d'une certaine manière, c'est l'élément qui gêne, au moins politiquement, dans ces discussions-là. Et il est assez difficile d'admettre pour la communauté internationale qui n'envisage que la solution politique de la négociation depuis le début, mais aussi parce qu'elle est incapable de concevoir une solution militaire et de la mettre en œuvre, y compris ne serait-ce qu'en finançant une solution militaire africaine qui puisse œuvrer. Et on en est rendu aujourd'hui là. Je crains que ces attitudes-là ne crispent encore plus la situation et les relations entre le gouvernement dit d'Union nationale et Khalifa Haftar. Je pense que c'est... On va voir, parce que pourquoi la problématique de légitimité de Khalifa Haftar se pose? Parce que pour la communauté internationale, elle n'a pas besoin d'un embrasement total de la situation en Libye, parce que depuis 2011 à nos jours, la situation est restée précaire, c'est un pays complètement désagrégé. Donc du coup, la communauté internationale est partie pour une option politique. Or, l'option politique qui a été menée, que ce soit à Brazza, que ce soit... Mais justement, pardonnez-moi de vous couper, mais est-ce que la solution politique n'aurait pas dû être négociée directement avec le maréchal Khalifa Haftar mais non, il n'a aucune légitimité. Oui, alors est-ce qu'ils ne se sont pas trompés d'homme, puisque par exemple quelqu'un comme le Premier ministre continue par exemple de s'appuyer sur les milices, et les milices, on sait très bien le poids qu'elles ont dans la déstabilisation du pays. Zahra, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la situation, il y a un élément que je vais rappeler ici, c'est la composition de la société libyenne. Absolument. Il y a plus de 2000 tribus. Ces 2000 tribus étaient des groupes armés. Étaient des groupes armés, autant de groupes armés. Et ils ont fini par se réunifier. Ils ont un haut conseil des tribus libyennes. C'est ça. Or, ils se sont réunifiés, mais ils ont conservé leurs armes et leur organisation militaire. Et les succès du général Haftar sont aussi à apprécier de ce point de vue-là. C'est parce que il a réussi à fédérer. Il les mobilise avec eux. Oui. Or, les tribus libyennes, qui ont aussi comme figure politique al-Islam, Saïf al-Islam Kadhafi, avaient toujours milité pour que les élections se tiennent bien en 2018. Et eux, ils s'étaient préparés pour ça. Oui. Et quand on parle de négociation, je trouve que l'élément essentiel n'est pas là.
c'est-à-dire la représentation des tribus libyennes. Cette représentation-là, elle aurait sans doute permis au moins de conclure avec des gens qui sont ancrés sur le terrain et qui sont la source du pouvoir en Libye depuis l'indépendance de la Libye. Hein. Même Kadhafi a dû composer avec ça. Alors je vous redonne la parole, Makaïla Gebla. Je voudrais juste soulever une inquiétude par rapport à Khalifa Haftar. Vous savez que les tribus au sud de la Libye, notamment les Touaregs, les Toubou et les Gaddafa. Les Gaddafa, c'est la composante majoritaire libyenne dont la personne même de Khalifa Haftar ne fait pas consensus. D'où l'inquiétude aussi de Paris. Parce que quelqu'un qui ne fait pas consensus au sein de groupes ethniques libyens, est-ce que c'est cette personne, tu l'as évoqué, le cas de Saif al-Islam, qui est le fils de Gaddafi et qui est partant pour une élection libre et transparente en Libye. Et aujourd'hui, la communauté internationale ne perçoit pas Khalifa Haftar, même s'il apporte des solutions à la question sécuritaire, notamment à l'est du pays. Et à l'unification. Mais la communauté internationale reste quand même prudente par rapport à sa personne pour fédérer toutes les ethnies libyennes. D'où la communauté internationale, elle a misé sur El-Fayez. Sauf qu'El-Fayez comptait sur des milices qui sont tout autour de Tripoli et qui ne peuvent pas faire face à la descente musclée, comme vous le voyez, l'escalade militaire, comme vous le voyez aujourd'hui, des éléments de Khalifa. Donc du coup, la communauté internationale elle-même est prise dans une petite au point qu'elle n'arrive pas à proposer des solutions idoines, propres, appréciées sur la crise actuelle à laquelle nous traversons maintenant. Mahmoud Alpha Boukanye Maïga. Oui, mais justement, il y a ce que mon frère à ma gauche disait, une sorte de stabilisation dans le sud. Mais c'est totalement impossible de stabiliser un pays qui a été cassé de cette manière-là et qui a créé, quelle déstabilisation a créé une situation de forclusion, de désordre incroyable. Bon. Et il y a un principe de territorialisation. Mon frère en face parlait tantôt des milliers de tribus libyennes en Libye. Eh bien, ces milliers de tribus, Kadhafi a réussi non pas à les fédérer, mais à les calmer. La manne pétrolière du Tchad, de la Libye. Un enfant qui naît a son droit sur la manne pétrolière au pays. Okay? Un couple a droit à une maison. C'est un élément très important à mon avis, parce que même l'organisation politique et la stabilisation politique de la Libye ne peut pas se concevoir si on ne s'appuie pas sur les tribus. On ne s'appuie pas sur ces faits sociologiques sur lesquels je vais revenir rapidement. Même le Muammar el-Kadhafi, qu'on considérait comme le plus grand tyran, le plus grand... Oui, mais il a travaillé sur le système sociologique de chez lui. Ça a donné une stabilisation du pays. Mais dis donc, on va, excusez-moi de hausser le ton, il y a quand même une spécificité de tous les peuples. Au-delà du journalisme, je suis anthropologue et ethno-historien. Chaque peuple a son mode d'organisation. Tout à fait. Lorsque l'on décide qu'un mode d'organisation exogène vient s'imposer, ça devient une dictature. Voilà, c'est ça la dictature de ce que l'Occident appelle la démocratie. Il y a des peuples qui ont un autre système d'organisation sociale, politique, économique. Bon, ce qui a stabilisé la Libye jusqu'à ce que la communauté, je dis toujours dite internationale, ait liquidé Kadhafi. Et ça a donné le chaos et le désordre que nous connaissons aujourd'hui. Moi, je pense que... Bon, c'est discutable, je le sais, je le reconnais, c'est parfaitement discutable. Très brièvement, je pense que tant qu'on continuera à personnaliser à ce point-là le règlement de la crise de la Libye, en mettant sur deux personnes, en le focalisant sur deux personnes, El Sarraj d'un côté et le maréchal Haftar de l'autre côté, on se trompe et on n'y réussira pas. Voilà. On n'y réussira pas parce que les vraies forces de terrain et les vraies forces souterraines ne participent pas à ce dialogue-là. On ne les invite pas à Paris. Hein. Alors, est-ce que le problème n'est pas donc la communauté internationale? Le problème, c'est la communauté internationale. Le problème, c'est effectivement la communauté internationale. Elle est dans une posture, excusez-moi, elle est dans une posture d'exclusion, comme tu l'as dit, de certains acteurs
indispensable de la crise auquel il faut intégrer dans le processus. Or, la communauté internationale n'ayant pas une approche exacte de la configuration sociétale et même sociologique de la Libye, elle s'est plantée. Peut-être ses intérêts. Justement, il y a ses intérêts, notamment quand tu vois du côté de Paris, quand tu vois du côté de Bruxelles, ils n'ont pas les mêmes approches que des observateurs aussi du Sahel, comme vous. Donc du coup, il appartient à la communauté internationale de modifier aujourd'hui son approche actuelle dans la résolution du conflit, sa feuille de route, son agenda sur le conflit libyen afin de proposer des alternatives. Or, on a l'impression que jusqu'au jour d'aujourd'hui, de ce matin, on a l'impression que la communauté internationale pétine dans son approche de résolution du conflit libyen. Exactement. Et on ne peut pas ne pas rappeler quand même que la Libye est en Afrique. Absolument. Oui. Et qu'il y a une organisation qui s'appelle l'Union africaine. Oui. Elle est exclue. Et que l'Union africaine ferait bien de muscler son approche de élever sa voix. Et élever la voix et proposer quelque chose. Nous sommes toujours à la traîne, y compris sur le dossier libyen où j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des structures qui avaient été mises en place, mais ce sont des structures qui sont combattues et court-circuitées par ce que nous appelons la communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies. Makaïla Guebla. Je voudrais ajouter également qu'on a évoqué beaucoup de choses, mais il faut soulever la convoitise pétrolière. Aujourd'hui, la Libye est devenue une convoitise internationale, d'où les intérêts de la Russie, les intérêts de la France. Les champs pétroliers sont aujourd'hui, à l'est du Tchad, sont contrôlés par Khalifa Haftar. Et Paris lorgnait un peu le pétrole. L'est de la Libye. Justement, à l'est de la Libye. Et Paris lorgnait un peu le champ pétrolier qui était sous contrôle de Khalifa Haftar. Du coup, il devient un homme, un acteur. Avec qui il faut. Il s'est imposé, je dirais, comme un acteur indispensable à la communauté internationale, à certains partenaires de la. Un petit détail. C'est seule la Libye qui a le pétrole qui n'a pas besoin d'être raffiné. Tout à fait. Voilà, c'est le kérosène, par exemple, est en état de nature. Bon, il y a tous ces visées sur ce pays. Bon, il y a eu ce qui s'est passé. Mais la qualité du pétrole libyen est une qualité rare. On ne le dit pas assez. Mais on regarde ce qui est en train de se passer, il est fort à craindre qu'ils vont l'imposer aussi si jamais il arrivait. Là où on est au port de Tripoli, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il n'y a pas de résistance farouche à l'égard de Khalifa Haftar, Tripoli va tomber. Et si Tripoli va tomber, la communauté internationale finira par négocier avec lui. Ça me fait rappeler un peu ce qui s'est passé en RDC où ce qu'il dit est devenu un homme de consensus pour la communauté internationale. Donc peut-être le général Haftar qui est en train de devenir peut-être l'homme fort de la Libye de façon peut-être officielle. Je dirais même, pour être un peu provocateur, que le maréchal Haftar est en train de donner des leçons aux autres responsables africains sur la manière de se conduire face à la communauté internationale si on veut avoir gain de cause et si on veut être respecté. Mais bon, je le dis en disant que c'est un peu de la provocation. Non, c'est pas de la dérision, c'est une réalité. Justement, nous, ce que nous reprochons, c'est le processus, la marche vers Tripoli de la manière musclée, de la manière qui nous inquiète, parce qu'il va y avoir des dégâts. Là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on totalise 2800 personnes déplacées à l'intérieur du territoire libyen. C'est là, donc ça veut dire qu'on va vers une crise humanitaire si jamais la situation n'a pas été stabilisée et que la communauté internationale n'a pas fait preuve d'implication massive. Est-ce que ça peut être la fin d'une solution négociée comme le souhaite la communauté internationale? Tout dépend des rapports de force sur le terrain militaire et sur le terrain politique. Le terrain militaire, je veux dire, tout dépend de la résistance que va mener les forces du gouvernement de l'Union nationale et la marche, la descente vers Tripoli. Tout dépend des rapports de force militaires sur le terrain. Sinon, on ne peut pas avoir une analyse vraiment anticipée de la situation actuelle. Moi, je pense que la négociation finira par s'imposer de toutes les manières. Oui, tout à fait. Parce que la négociation, c'est le cadre pour penser demain. Et pour penser demain, mais maintenant, le sort de la négociation, des parties à la négociation et des questions qui seront inscrites à l'agenda est en train de se jouer aujourd'hui sur le terrain. Et c'est notamment pour cela, quand il combat Khalifa Haftar, c'est pas seulement pour prendre la Libye, mais c'est aussi pour être prépondérant, sa voix soit prépondérante dans la manière dont on dira comment la Libye doit être gouvernée, etc. Et puis, juste une dernière chose, l'État... on n'a pas parlé de l'état humanitaire ou économique de la Libye depuis 2011, mais il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, les gens ne travaillent plus, ne perçoivent plus de salaire. C'est le chaos. Il n'y a plus, c'est le chaos absolu. C'est le chaos. C'est le chaos absolu. Voilà. Mahmoud Alpha Boukanye Maïga. Oui, justement.
Et je rebondis sur ce que dit mon frère là. Et il va falloir qu'on réfléchisse sur une chose. Quand la communauté dite internationale, elle n'est que de nom, fait ses schémas, etc., mais ne tient pas compte de la sociologie locale. Quand Kadhafi était là, j'ai été un anti-Kadhafi de première heure depuis le déclenchement de la rébellion Touareg, dite Touareg au Mali. Ça a commencé en 1990. Je n'ai pas cessé cette bataille à ce jour. Mais je reconnais une chose, qu'il a quand même réussi à stabiliser son peuple, son pays, à accorder à son peuple et à son pays une sorte de prospérité et de quiétude. Et les Occidentaux vont appeler ça la dictature. Alors peut-être un dernier mot très rapidement, s'il vous plaît, Makaïla Guebla. Jean-François, pour revenir sur le rôle de l'Union africaine, Zara, c'est qu'aujourd'hui, la voix de l'Union africaine est inaudible dans le conflit qui est en train de se passer. Et ça ne vaut rien. Absolument. Donc, du coup, il faut vraiment que l'Union africaine s'implique dans ces processus parce qu'elle était absente et que c'est des partenaires internationaux, partenaires étrangers qui, et comme tu l'as dit, la Libye fait partie de l'Afrique. Il faut que l'Union africaine élève sa voix. On a l'impression qu'elle n'a pas de propositions réelles à apporter face à cette crise qui prend de l'ampleur extrêmement inquiétante. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur la situation en Libye et ce regain de tension entre le maréchal Khalifa Haftar et le Premier ministre Fayez al-Sarraj à quelques jours de l'ouverture de pourparlers de paix qui devraient se tenir prochainement dans le pays. On marque une très courte pause, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.